Je sens que là, ça va être croustillant parce que je me souviens à peu près de ce qu'il y avait dans cette vidéo-là où je parlais d'amplitude partielle et où je disais que c'était vraiment pas bien les amplitudes partielles en musculation. Et au fait, j'ai beaucoup changé d'avis parce qu'il y a de nouvelles recherches qui sont sorties. Pour le coup, je pense qu'à l'époque, j'étais bien avisé d'avoir cet avis-là. Mais là, il y a de nouvelles recherches qui sont sorties sur les longueurs musculaires. Alors, il n'y a pas besoin là que je les cite en vidéo parce qu'en fait, on a retrouvé, enfin, moi, ce que je pense être la meilleure chose sur les longueurs musculaires, le meilleur article rassemble voilà, pardon, toutes les références scientifiques à ce sujet-là. Il est sur Stronger by Science. Il faut taper Stronger by Science Range of Motion, donc ROM. Et là, vous avez un article qui dure super longtemps avec plein de références qui explique ce qu'il y a un petit peu à comprendre des amplitudes partielles. Là, on va juste tout expliquer, expliquer en quoi je me plantais, en quoi je me plantais pas. Bref, ça va être cool. Et on est reparti pour un auto-debunk. Après avoir vu plein de vidéos sur le sujet dont je vais te parler aujourd'hui, j'étais pas très convaincu. Pas parce qu'elles étaient de mauvaise qualité, mais parce qu'elles ne répondaient pas à toutes mes interrogations. Enfin, j'avais besoin de creuser un peu plus dedans. Après quelques recherches, je suis donc tombé sur un article anglais qui résumait pas mal d'études là-dessus. Donc, je t'invite à le lire en description, mais pas non plus à le prendre pour argent comptant comme on va le voir par la suite. Ah, mais ce travail-là, on le voit ce travail-là sur partiel ou complète, à chaque fois, hein. J'ai vraiment complètement arrêté ça. J'étais tellement dans un mood arty. Je vais commencer, comme dans cet article, par te définir ce que c'est qu'une amplitude complète versus une amplitude partielle. Comme les muscles servent à faire bouger les segments par rapport aux articulations, en fait, une répétition à amplitude complète, c'est simplement parcourir tout le chemin que l'articulation peut faire. Grosso modo, ce que te dit cet article, c'est que ce soit pour l'hypertrophie, pour la force ou même pour la puissance, c'est-à-dire être explosif, ça peut servir dans beaucoup de sports, en règle générale pas trop en musculation, mais pour tout ce qui est relié, si, l'amplitude complète, c'est supérieur. Et par supérieur, je veux dire que même sur une partie du mouvement qu'on travaillerait en partiel, si on faisait tout en répétition complète, on gagnerait plus de force sur cette partie du mouvement que si on la travaillait en partiel mais plus lourd. C'est vrai, il semblerait que ce soit vrai en tout cas, pour les répétitions partielles à faible amplitude, enfin, pardon, j'allais dire faible amplitude bien sûr, mais les répétitions partielles à courte longueur musculaire. Qu'est-ce que c'est une courte longueur musculaire? Je vais t'expliquer basiquement. Tu vas avoir peut-être une amplitude de. Je me regarde un petit peu dans la caméra. C'est pénible parce que je ne me vois pas en miroir. Voilà. Tu vas avoir peut-être une amplitude complète de ça pour faire un curl. Eh bien, une amplitude partielle à faible longueur musculaire, ce sera ça. Ce sera quand ton muscle sera le plus proche d'être contracté. Puis à grande longueur musculaire, ce sera peut-être ça. Donc, c'est-à-dire, on voit bien ou pas? Ce sera peut-être ça. Tu vois, donc quand ton muscle est le plus étiré. Et donc sur des courtes longueurs musculaires, donc quand tu es quasiment au bout de ta contraction, eh bien, faire des amplitudes partielles, même si tu peux mettre plus lourd, semblerait pas nécessairement te rapporter de la force, ou en tout cas semblerait être inférieur sur pas mal de points. Donc c'est à noter. Je sais pas si tu vois, ça paraît un peu contre-intuitif. Bon, il y a une grosse exception quand même, c'est pour les mouvements un peu plus complexes. Par exemple, en haltérophilie, l'épaulé jeté. Ben, si t'as un bon jeté, mais que ton épaulé il est pas top top, tu peux le travailler de façon entre guillemets partielle, et ben ça améliorera tout le mouvement. Mais il semblerait selon d'autres. Donc là, oui, là, c'est une théorie du facteur limitant. Et c'est tout à fait vrai. Donc, contrairement au truc que j'avais dit qui était faux avant, hein, du coup, hein, parce que oui, travaillant plus lourd sur des petites courtes longueurs, voilà, mais sur des grandes longueurs, eh ben, il semblerait que ça augmente tout le mouvement et peut-être même que ce soit supérieur à travailler en amplitude complète. Alors, je pense que encore une fois, et là c'est bien de parler de ça, ça vient du facteur limitant. Le facteur limitant, si c'est ta grande amplitude musculaire, si tu travailles ta grande amplitude musculaire, tu seras plus fort sur tout le mouvement. Bah oui, tu n'es que fort jusqu'à quel point tu peux forcer dans l'amplitude sur laquelle tu es le plus faible. Voilà, là, ça demande de réfléchir là. Mais c'est un peu la même chose du coup pour un épaulé jeté ou pour une partie du mouvement que tu veux travailler. Tu n'es fort que sur que à quel point tu peux être fort sur la partie où tu es le plus faible. Ah, j'aime bien cette phrase. D'autres études sorties assez récemment, analysées par Greg Knuckles, une légende quand on parle de force, de C'est musculature. d'ailleurs c'est là d'où ça vient le Stronger by Science, le blog que j'ai recommandé avant. C'est Greg Knuckles qui le tient. Donc je l'ai d'ailleurs interviewé sur la chaîne. Je vous recommande d'aller voir l'interview. Je l'adore. C'est mon idole. Eh ben, les partiels pourraient avoir leur place. Grosso modo, sur certains exercices du type Skull Crusher pour les triceps ou les fly, enfin, Skull Crusher ou les Fly. Alors que sur la vidéo précédente, j'avais dit PubMed et le Skull Crusher et le Fly. les écartés couchés, quand la trajectoire est circulaire, on pourrait faire plus de répétitions en tension continue, ce serait meilleur pour la force et pour l'hypertrophie. Je mets quand même des gros, masculin ou féminin, bref, des guillemets. Alors on dit des grosses guillemets, hein, à mon avis, parce que c'est féminin. Et quoique, j'ai exactement le même doute. Dites-le moi en commentaire si c'est grosse ou gros guillemets. Ah purée, des gros guillemets. Non, c'est masculin.
C'est masculin, des gros guillemets. Purée, j'ai absolument pas évolué en quasi 6 ans sur ma maîtrise du gros guillemet. Ah, gros fail. Bref, tant pis. parce qu'on ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Ça pourrait être simplement, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas assez d'oxygène qui arrive aux muscles, et ce serait un entraînement par hypoxie. Petite parenthèse, on a prouvé que l'entraînement par hypoxie, ça augmentait le stress métabolique, et donc ça pouvait être un bon moyen, par exemple quand tu es blessé, de soulever des charges moins lourdes et d'arriver quand même à faire grossir tes muscles. Alors, on ne sait pas maintenant si c'est l'entraînement par hypoxie, si c'est le BFR, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une restriction de flot sanguin, on ne sait pas vraiment à quoi c'est lié. L'hypoxie, en général, semble pas fonctionner de ouf très bien parce que l'hypoxie, ce serait avoir moins d'oxygène. Or, ce qu'on remarque, c'est que quand on part en montagne et qu'on a moins d'oxygène, on ne devient pas des mastodontes, bien au contraire. Donc, soyons, sachant raison garder, l'hypoxie, non, mais le blood flow restriction, donc le fait de se mettre des garrots, basiquement, semble marcher, oui. Ou en tout cas à conserver ta masse musculaire. Bref, passons à la suite. L'idée donc ce serait que ça serait dû à une hypoxie et en même temps qu'on peut charger un peu plus lourd, contrairement aux entraînements hypoxie classiques où on est obligé de prendre plus léger. Cependant, je ne le conseillerais pas parce que comme j'ai encore publié récemment dans la méthode de Lavier 3, on a débunké un mythe qui était assez tenace depuis quelques années, à savoir que tout se développait pareil dans un muscle, peu importe comment on le faisait travailler et peu importe l'amplitude sur laquelle on le faisait travailler. Alors Eh oui, parce que je lisais la méthode de Lavier et je trouvais que c'était très bien. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des trucs qui sont très bien dans la méthode de Lavier et que la méthode de Lavier 3 étant la plus récemment sortie, c'est celle dans laquelle il y a le moins de nécessité d'avoir des mises à jour. Je pense encore qu'il y a des choses très bien dans la méthode de Lavier. Voilà, je suis, je ne suis pas en guerre, en tout cas moi de mon côté, avec de Lavier. Voilà, je pense qu'il y a des trucs très très bien dans ce qu'il raconte et que j'ai d'ailleurs conseillé sur ma chaîne YouTube. Alors qu'en réalité, il semblerait que non. Les fibres au sein d'un même muscle ne se développent pas exactement de la même manière, suivant le mouvement que tu réalises. Et ça me parle plus, perso. Ça veut donc dire par extension qu'une amplitude partielle, ça développe partiellement le muscle. Pour nuancer un peu, je pense pas non plus que ce soit hyper ciblé, mais ça cible. On pourrait en théorie les utiliser pour rattraper un point faible, mais je suis pas sûr que la recherche est assez avancée dans ce sens pour être sûr à 100% des résultats. Donc moi, je te le conseille pas. Après, tu fais comme tu veux. Du coup, l'amplitude complète sans tension continue, avec un semi-verrouillage des articulations, ça semble être la meilleure option. En revanche, je te conseille pas d'y aller comme un bourrin, de forcer super fort et de te faire mal, justement à ces articulations. Quand je parlais de semi-verrouillage, c'était ça. Prendre le temps de s'arrêter juste un peu avant d'être en hyperextension. Alors il faut quand même apporter un bémol. Évidemment, c'est au maximum de l'amplitude complète que ton corps te permet pour l'exercice donné. À savoir, par exemple, pour le développé couché halter, n'essaye pas d'aller trop loin si tu as des trop grands bras. Tu risques juste une déchirure du muscle pectoral. Ah, ça, en revanche, j'ai complètement évolué sur le sujet et je pense que c'est totalement faux. Enfin, je pense que c'est totalement faux si tu n'y es pas habitué. Si tu n'es pas habitué, en fait, à avoir comment dire, un travail, voilà, sur ces grandes longueurs musculaires-là, oui. Mais si jamais tu t'habitues progressivement, il n'y a pas de risque supplémentaire, d'après ce que j'ai pu lire dans la littérature scientifique. J'ai bien de faire cet auto-debunk-là. C'est tout. Et pour ce qui est de l'exercice, certains deviennent contre-productifs si réalisés à trop grande amplitude. Par exemple, je vais te mettre une vidéo ici pour te montrer. Si jamais tu fais cet exo pour les triceps en ramenant le bras vers toi à la fin, aucun intérêt. Tu feras juste travailler tes biceps. Les partiels peuvent aussi être utiles en cas de blessure légère. Si jamais ça te fait mal sur une partie d'un mouvement, fais l'exercice sur la partie du mouvement où ça ne te fait pas mal. Oui, 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 100% d'accord avec moi du passé là-dessus. En fait, une des façons les plus simples d'adapter son entraînement quand on est blessé, c'est d'utiliser des amplitudes un petit peu moins importantes. Le gain est pas énorme hein, si on passe sur des grandes longueurs musculaires ou des courtes longueurs musculaires. Ce sera toujours mieux de faire bosser que de pas faire bosser. Au moins, tu limiteras au maximum la perte de force et de masse. Et puis en plus, tu pourras aller t'entraîner. Donc, c'est un peu plus de fun. Enfin, moi je trouve. Attention, je tiens à préciser que dans toute cette vidéo, on parle de répétition partielle versus complète, même quand on charge plus les partiels. En effet, on augmente plus sa force, la taille de ses muscles et sa puissance quand l'amplitude est plus grande, même si le poids est plus léger. Les études démontrent ça en tout cas. La raison Encore une fois, ça ne vaut que quand on parle de courte longueur musculaire. rapidement, c'est qu'il semblerait que tension mécanique conjuguée à une grande longueur d'étirement du muscle, ça serait beaucoup plus anabolique. Ou en tout cas, ce serait le plus grand facteur d'anabolisme. Sur ce, j'ai un Instagram où tu pourras retrouver des conseils. Waouh, regardez, ça c'est mes photos pour prouver que j'étais pas stock, contrairement à ce que disaient les gens. Et je maintiens, j'ai toujours été relativement musclé, mais je pense que les standards sont juste fous, quoi. Et ceci dit, la lumière était bonne, hein, mais tout de même. Puis ma vie de tous les jours. J'ai un Discord où tu pourras discuter avec moi. Et s'il te plaît, abonne-toi, mets la cloche, laisse un commentaire, un pouce bleu. Les commentaires, je les lis tous. Et prends soin de toi et à la prochaine. Je vais essayer de traiter des sujets. Ok, pour moi, j'ai fait des erreurs, bien sûr, mais j'avais un discours relativement mesuré. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aidera. Et puis, comment dire que je vous ai apporté des informations qui peuvent être assez intéressantes.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'amplitude complète ou quoi. Je pense qu'il y a un autre article que j'aimerais bien vous recommander au niveau du squat, complet ou non. C'est l'article de... oh purée, je l'ai plus en tête le nom du site. Je sais exactement qui fait l'article. Ce sont des gens qui ont des doctorats en sciences du sport, qui sont super forts en biomécanique, etc. Sport, je crois que c'est Sciences du sport, Sport, un truc comme ça. Et ils ont fait un super article sur l'amplitude complète versus partielle pour les articulations et notamment les genoux, donc au niveau du squat. Vraiment, vraiment allez le lire. Et puis bah, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.